car je sais à quel point il est difficile d'avoir des actions de recherche pluridisciplinaires entre sciences humaines et sociales et sciences dures. Et ce qui a été mené avec Météo France, avec le CNAM, ça me semble être un très beau modèle de ce qu'on peut faire en termes de pluridisciplinarité. La seconde raison, elle est d'ordre un peu plus général et touche à la compréhension des grandes transformations scientifiques, technologiques, industrielles. Et là aussi, nous sommes au cœur des préoccupations du CNAM, dans la volonté que nous avons de comprendre, analyser toutes ces grandes mutations pour les faire partager au plus grand nombre. Et puis enfin, la dernière est liée aux enjeux sociaux extrêmement importants que portent les travaux de prévision du temps et de la nécessité de faire face au dérèglement climatique et ses conséquences. Et à l'importance, là aussi, de contribuer au débat en matière de politique, d'adaptation au changement climatique, de représentation et de perception des risques et de recomposition des expertises qui sont liées au métier de la prévision du temps. Voilà, tout cela pour vous dire que je suis très heureux de clôturer ce cycle de séminaires, de remercier l'ensemble des participants à ces différents séminaires et tous les intervenants qui vont se succéder aujourd'hui pour cette conférence de clôture. Et je vous souhaite une très bonne journée de travail. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, je ne suis pas Anne Debar. Je vous prie de l'excuser. Anne est retenue à Bercy, donc on doit imaginer que c'est pour la bonne cause ce matin. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Donc on lui doit beaucoup, comme on doit beaucoup à nos partenaires du CNAM. Je suis le travail commun depuis 2018, quand nous avons commencé avec Sylvie, Maël Zig, et puis aujourd'hui Eleanor. Donc effectivement, Eleanor a un souci de santé, c'est une grande sportive et elle est tombée dans un banc de méduses qui l'ont fortement agressée et ça s'est réveillé ce week-end, une semaine après l'accident, on va dire. Donc voilà, toutes nos pensées vont vers elle. Alors, la météorologie, ça a été peut-être perçu par plusieurs d'entre vous, c'est perçu par plusieurs d'entre vous. C'est une activité qui est destinée à fournir de l'information, de l'aide à la décision, et ce, au quotidien, pour la gestion des risques, pour contribuer à la gestion des risques. Et puis, sur le plus long terme, quand il s'agit de sensibiliser et d'amener les populations, les entreprises, l'État, à prendre en compte la question climatique. Sur la question climatique, on est sur un risque qui est insensible, qui est difficile à percevoir, si ce n'est par quelques événements qui viennent de survenir dans notre pays. On se pose donc des questions en météorologie, non seulement sur notre premier pilier qui sont les sciences, les géosciences, les sciences du numérique, mais également sur les sciences qui sont plutôt les vôtres, chers amis du CNAM, les sciences humaines et sociales. Alors nous, on met, avec notre inculture sur ces sujets-là, on met un ensemble de concepts autour de ce trinôme de lettres SHS. Et c'est ce qu'on a essayé d'aller explorer dans le cadre de cette convention, de cet accord avec le CNAM. Ouvrir la culture, ouvrir les neurones des météorologues, des climatologues à d'autres considérations, leur apporter des éclairages qui leur permettent d'aller plus loin dans la capacité à fournir de l'aide à la décision et de l'information qui soit réellement comprise, utile et qui entraîne l'action. Voilà, c'est vraiment notre credo et ça passe par cette ouverture que nous a offert le dialogue avec nos collègues du CNAM. Alors nous avons tenu presque une douzaine de séminaires depuis 2018 sur des sujets extrêmement variés. Vous avez la liste sur le site du CNAM. Nous avons entendu des sociologues, des mathématiciens, des algorithmiciens, des historiens, des urbanistes, des politistes, des épistémologistes. Alors pardonnez-moi si je dérive un peu. Des météorologues, des climatologues, mais aussi des agronomes. Nous avons entendu des informaticiens. Bref,
tout ce melting pot est destiné à enrichir nos cultures respectives, à essayer de progresser ensemble pour résoudre des questions auxquelles notre pays, auxquelles l'humanité est confrontée. Lecture un peu ambitieuse, un peu haute peut-être, mais c'est vraiment dans cet esprit-là que nous devons travailler. Et nous, en tant que météorologues, scientifiques, géophysiciens, informaticiens, je ne sais quoi, eh bien, nous devons aller chercher cet autre pilier qui va nous permettre de vraiment bouger les choses et apporter toute l'information. Voilà, donc merci beaucoup. On va chercher comment rebondir à la suite de cette première série de travail en commun qui était notamment cofinancé dans le cadre du Fonds de transformation de l'action publique. Donc, vous voyez, les possibilités sont assez infinies en matière d'innovation et d'ingénierie de financement. Donc, on essaiera de trouver comment continuer à progresser parce qu'il faut un peu d'argent aussi pour travailler et organiser de belles journées comme aujourd'hui. Alors l'assistance est un peu clairsemée dans l'amphithéâtre. J'espère qu'au cours de la journée, elle va s'étoffer, mais si le nombre n'est pas là, la qualité est là. Je n'ai aucun doute. Merci beaucoup à tous les intervenants des tables rondes. C'est un exercice qu'on vous a soumis qui n'est pas forcément évident, mais c'est justement cet aspect non évident que chacun apporte ce qu'il maîtrise, ce qu'il pratique, ce qu'il connaît pour enrichir l'autre et qu'ensemble, on fasse un peu plus fort, un peu mieux que ce qu'on sait faire jusqu'à présent. Voilà, merci beaucoup à tous, très belle journée. Et puis donc, c'est Sylvie qui va commencer avec la première table ronde, avec Maël Zig. Très bien. Et puis, je crois que c'est Aurélie qui nous rejoint, donc je crois qu'on commence tout de suite. Merci à tous qui êtes en ligne aussi de nous suivre. Juste d'un point de vue de l'organisation, on va d'abord laisser dialoguer les personnes de la table ronde et ensuite on pourra instaurer un dialogue avec vous, y compris avec les gens. Je m'adresse aux gens qui sont en distance. Le plus facile, c'est peut-être d'écrire vos questions dans le chat de la visio Teams, enfin du lien Teams que vous avez. Et moi, en tant que présidente, animatrice de cette table ronde, je tâcherai d'être vigilante sur l'arrivée des questions et de les poser à nos intervenants. Donc, on est donc sur cette... Donc, sur cette première table ronde, comme on l'a dit, qui s'intitule « Transformation des expertises et des métiers de la prévision météo ». Donc, on accueille Maël Zig-Biji, qui est maîtresse de conférences en sociologie au LIS et l'associée au CNAM CET. Aurélie Bioche, qui est ergonome et psychologue du travail à Météo France, et Fabien Rinaldi, qui est responsable du centre de prévision hydrométéorologique d'EDF Grenoble. Donc juste, moi, je vais introduire un petit peu cette table ronde, voir comment je vois un petit peu les choses. Après, je vous laisserai dialoguer et intervenir et on continuera comme ça. Donc moi, en tant qu'ingénieur de recherche au CET, mes domaines de compétences, ce sont l'organisation du travail, les conditions de travail et les changements organisationnels et technologiques. Donc, à travers mes travaux, ce que j'ai pu voir, c'est que depuis le début des années 2000, les changements technologiques se sont largement diffusés au sein des entreprises ou des administrations et que ça a généré des changements organisationnels et managériaux assez forts, que donc les entreprises et les organisations ont dû se rénover par rapport à d'anciens savoir-faire et en acquérir de nouveaux, mais que surtout tous ces changements organisationnels, managériaux, technologiques, ça a eu un impact très fort sur la main-d'œuvre, les salariés, à la fois en termes de travail, qualité de vie au travail, mais aussi en termes d'évolution des compétences et par là même d'évolution des métiers, puisque certains salariés ont dû faire face à un changement radical de
de leur travail, du sens de leur travail. Et donc là, on va s'intéresser ici plus particulièrement au métier de la prévision, mais on a pu voir au cours des 2 dernières décennies que c'était quelque chose de plus général. Donc du coup, on s'interroge un peu sur qu'est-ce que ça veut dire de changer de métier, qu'est-ce que ces changements technologiques induisent en termes de changement de métier, et qu'est-ce que ça veut dire de changer de métier. Donc voilà, je vais laisser à nos 3 intervenants le soin d'éclairer notre débat sur le sujet. Je propose de commencer peut-être par Maëlle, qui aura peut-être une vision un petit peu plus générale et puis un peu extérieure, en fait, en tant que sociologue et spécialiste du travail. Et puis ensuite, chacun de nos 2 autres partenaires, que ce soit Aurélie et Fabien, nous apporteront peut-être des visions plus intérieures de ce qui se passe dans leurs organisations. Donc Aurélie pour Météo et Fabien pour EDF en matière de transformation des métiers. Voilà, merci beaucoup. Merci Sylvie et bonjour tout le monde. Donc, j'ai la tâche de débuter. Je vais commencer par dire quelques mots de mon histoire avec cette convention Météo France, puisque ça m'a permis de conduire des recherches postdoctorales de 2018 à 2020, donc pendant 2 bonnes années. Donc, recherches qui ont essayé de porter principalement sur les transformations du métier de prévisionniste. Et c'est vrai que depuis maintenant, je dirais 2 ans, hein, je me suis un petit peu détournée de cette convention qui a été reprise par Éléanore Breton, qui s'est donc fait attaquer par un banc de méduses. Et voilà. Mais donc moi, je vais vous raconter un petit peu ce dont je me souviens, mais j'ai quand même un petit peu préparé. Mais c'est vrai que je suis un petit peu loin maintenant de ces recherches-là. Mais ça permet aussi de prendre de la distance. Donc peut-être que voilà, ça me donnera un point de vue plus général sur les transformations des métiers. Donc la première question, est-ce que tu veux qu'on fasse le tour de table ou j'arrête là? Ou je commence? On fait un petit tour de table pour te présenter ensuite. Voilà, donc je m'arrête là pour la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Aurélie Bioche, ergonome, psychologue du travail au sein de Météo France. Je suis arrivée il y a moins de 2 ans. Ah, c'est bon, ça marche. Et du coup, avant tout ça, en réalité, j'ai travaillé toujours dans l'ergonomie, mais plutôt d'un point de vue du conseil, dans un cabinet, puis en médecine du travail. Et encore avant tout ça, j'avais travaillé au sein de l'INRS. Donc voilà, j'ai pu découvrir les facettes du métier au sein de différentes organisations, privées, publiques, avec une démarche plutôt d'intervenant extérieur et aussi une certaine appétence pour moi sur les questions de recherche. Mes domaines, je dirais, de compétences et de prédilection sont plutôt la question des troubles psychosociaux et également de la conception au sens large du travail, mais aussi des espaces de travail. Voilà ce que je peux vous dire de mon parcours. Bonjour à tous. Donc moi je suis Fabien Rinaldi. Je travaille chez EDF et je suis responsable en fait d'une équipe de prévisionnistes hydrométéo. Donc, je vais peut-être un petit peu d'abord revenir sur mon parcours et aussi pourquoi on a ces telles compétences à EDF. Donc moi ça fait 14 ans que je m'occupe de cette équipe de prévision. Et auparavant, j'étais responsable d'un service de prévision des crues dans le nord de la France pour l'État pendant 3 ans. Donc, j'ai une certaine expérience en prévision hydrométéo. Et du coup, tout ce parcours m'a amené à réfléchir au métier et aux différentes dispositions, notamment de l'expertise, puisque c'est un métier qui est vraiment centré sur un appui du conseil et de l'expertise pour de l'aide à la décision. Peut-être qu'on peut se poser tout d'abord pourquoi EDF dispose d'une telle équipe. Donc en fait, EDF, c'est un producteur d'électricité. Il produit de l'électricité principalement grâce aux centrales nucléaires et aux centrales hydrauliques. La force première, en fait, et donc l'énergie nécessaire et la plus variable, c'est l'eau. Et donc du coup, en fait, on a la nécessité d'avoir des personnes qui prévoient les débits dans les rivières et donc les écoulements.
On prévoit ces débits, donc on exerce ces métiers de prévision pour différentes choses. Tout d'abord, la mise en sûreté du parc de production. Donc, il faut voir que lorsqu'on est soumis à des aléas climatiques très forts, eh bien, on se doit de mettre en protection, que ce soit les barrages ou d'avoir certaines actions sur nos centrales nucléaires. Et on le fait aussi pour la partie de gérer au mieux en fait, la ressource en eau et donc d'optimiser les différents barrages, que ce soit sur du court terme, mais comme aussi du très long terme, où on va faire des prévisions à plusieurs mois. Donc en fait, mon métier et le métier de mon équipe va consister à prévoir sur différents pas de temps, que ce soit de quelques heures jusqu'à plusieurs mois, les différentes débits qui vont écouler dans toutes les rivières pour pouvoir gérer au mieux les barrages. Donc ça, c'était un petit peu de contexte. Et du coup, dans ce contexte-là, en fait, le métier de prévisionniste, moi, je suis en plein dedans. Et du coup, on a vu toute une évolution depuis les années où j'ai commencé. Bon, moi, j'ai que 17 ans d'expérience, mais on a vu toute des évolutions liées à la fois aux technologies, mais aussi aux attentes sociétales. Et donc, du coup, on va en discuter de tout ça. On passe maintenant voilà, vraiment à la question des experts, hein, et donc comment les métiers évoluent en fonction justement des changements technologiques, managériaux, des questions, comment répondre au mieux aux questions sociétales et environnementales qui se posent pour ces métiers de la prévision. C'est Maëlle qui commence. Alors, je vais commencer effectivement. Alors, pour répondre à cette question, je précise tout d'abord que je me fonde sur les travaux, sur les enquêtes que j'ai menées à Météo France. Et puis, je voudrais aussi dire en introduction que ça a été un grand moment de recherche et de découverte. Enfin, moi, j'ai découvert Météo France en 2018 et c'était vraiment très, très stimulant de me plonger dans cet univers, dans ce petit monde que je connaissais pas du tout et je pense qu'il est assez peu connu et qui gagnerait certainement à l'être davantage. Mais donc la question, c'est plutôt en fait, voilà, de comment les métiers rencontrent les évolutions technologiques, managériales. Et du coup, pour ça, je voudrais dire que si on étudie les dynamiques prévisionnelles des prévisionnistes, donc les dynamiques professionnelles, c'est l'idée de voir est-ce que les groupes professionnels gagnent ou perdent en autonomie, est-ce qu'ils peuvent plus ou moins définir leur façon de travailler, ce qui est la qualité du travail, le sens du métier. Si on regarde ces dynamiques du côté des prévisionnistes, ça nous permet, ça c'est un super observatoire en fait pour voir comment les progrès technologiques rencontrent les réformes de l'État. Et donc cette profession, pour moi, elle fournit un exemple en fait de comment on peut être percuté par ce croisement entre progrès techniques et réforme de l'État. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, ce que j'ai soutenu à l'issue de mes travaux, c'est que justement, il y a deux grandes phases pour les prévisionnistes. Alors, je vais préciser lesquelles dans un instant. Il y a deux grandes phases. Il y a une dynamique de professionnalisation et puis une dynamique plutôt de déprofessionnalisation, ce qui nous montre bien qu'il n'y a pas vraiment de déterminisme technologique. On peut les progrès technologiques peuvent déboucher sur différents types de dynamiques. Donc pour préciser les choses, parce qu'en fait je parle pas de tous les prévisionnistes. À Météo France, il y a différents types de prévisionnistes et je parle sous le contrôle d'Aurélie parce que je pense qu'elle est désormais plus au fait que moi des récentes évolutions, puisque j'ai un petit peu quitté le terrain en 2020 et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont passées entre-temps. Mais en ce qui me concerne, je me suis plutôt intéressée, donc en tout cas sur le moment, sur le terrain, c'était les prévisionnistes conseils. Et donc à l'origine, il me semble qu'il s'agissait des prévisionnistes départementaux, en tout cas des prévisionnistes qui faisaient la prévision au niveau local, régional, qui sont devenus prévisionnistes conseils et prévisionnistes amont régionaux, donc les PAR. Et puis aujourd'hui, qui sont devenus autre chose, je ne sais plus comment c'est. Météo conseil. Les météo conseils. Et donc c'est marrant parce que moi dans mon petit rapport, justement le nom, quand j'ai quitté le terrain, le nom n'était pas encore choisi et donc j'ai noté là
le titre qui devait être envisagé à l'époque, que seront les futurs ingénieurs conseils. Donc, en tout cas, à un moment donné, il y a eu cette question de les appeler les ingénieurs conseils et c'est devenu autre chose. Donc, pour resituer, en fait, si on resituer ces trois grandes phases que j'ai distinguées, je commence par la première et je voudrais montrer qu'elle est très liée en fait aux transformations de l'action publique, puisque on commence là en 82. Je distingue une première phase qui va à peu près qui va de 82 à 2012. Et en fait, en 82, il y a donc les premières réformes de décentralisation qui accordent, enfin qui font du département le premier échelon en fait d'action publique. Et donc, on doit pouvoir trouver dans tous les départements un centre de prévision météorologique. Donc, on crée énormément de centres météo et pour ça, l'État accorde des moyens très importants à Météo France. Et l'École nationale de la météo, que dirige aujourd'hui Philippe Dandin, a eu des effectifs de techniciens supérieurs de la météo et d'ingénieurs très conséquents, enfin, qui ont augmenté très fortement. Et alors, cette augmentation des moyens, elle est couplée avec aussi des progrès technologiques. Alors, je dirais qu'on peut caractériser de trois façons. Il y a l'augmentation phénoménale de la vitesse de calcul. Donc, on a des ordinateurs qui peuvent calculer beaucoup plus vite. Il y a aussi une augmentation des capacités de stockage. Donc, on peut faire plein de calculs et on peut stocker les informations, ce qui est très important pour la météo, puisque toutes les prévisions alimentent aussi les bases de données climatiques. Donc, il faut pouvoir stocker les résultats de tout ça. Et troisième élément de ces progrès technologiques, à mon avis, c'est qui est important pour la prévision météo, c'est le progrès des télécommunications. Parce qu'il y a un enjeu très important. Comme la prévision se fait à plusieurs étages, et donc vous avez des discussions, alors elles sont téléphoniques pour ce qui est des conférences entre les prévisionnistes de différents échelons local, régional et national, mais toutes ces informations de prévision, il faut bien qu'elles circulent dans un sens et dans l'autre, partout en France, et puis aussi dans les Outre-mer, et puis dans le monde entier. Donc, voilà, on a ces deux choses, les réformes de l'action publique, enfin la décentralisation avec beaucoup plus de moyens, et puis des progrès technologiques. Et donc, cette première phase 82-2012, je l'ai appelée, donc, je ne sais plus comment, je vais vous dire dans un instant. Une phase donc, de construction de l'autonomie professionnelle. Mince, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, ce que je voulais dire là-dedans, c'est que on avait des techniciens supérieurs de la météo qui, en 82, ont été, jusqu'en 82, étaient formés à l'École nationale de la météo en leur disant qu'ils n'allaient pas faire de prévision météo, que la prévision météo, c'était le rôle, en fait, des ingénieurs, qu'ils n'étaient pas, et que donc il fallait qu'ils aident en fait les ingénieurs à faire les prévisions météo, mais que eux n'en feraient pas. Et pourtant, donc, ce sont des gens qui, en tout cas pour ceux que j'ai rencontrés, mais je pense que c'est quand même un point commun assez fort à Météo France, des gens qui sont généralement passionnés en fait de la prévision du temps, qui ont très très envie d'en faire, qui s'informent, qui sont en plein dans la perception du temps sensible, de la réflexion sur les données qu'ils peuvent avoir pour se faire une idée du temps qu'il va faire. Et donc, finalement, avec le fait qu'il y a de plus en plus, un grand nombre de centres météo, les moyens technologiques pour faire les prévisions météo, les techniciens supérieurs de la météo vont se mettre à faire de la prévision météo. Parce que finalement, il n'y avait peut-être pas assez d'ingénieurs pour faire ces prévisions. Et donc, on a cette première phase de construction d'une autonomie professionnelle qui va se centrer autour de la prévision du temps, alors qu'on avait dit qu'avant, ils ne pouvaient pas en faire. Et donc là, on arrive finalement en 2012. Alors 2012, ce qui est la continuité, c'est les progrès technologiques. On continue à accroître les capacités de calcul, on continue à accroître les capacités de stockage et les vitesses des télécommunications. Donc ça, je veux dire, ça perdure. Il y a bien sûr des choses plus précises, mais en gros, ça continue. Par contre, ce qui change, c'est les réformes de modernisation de l'État. On n'est plus du tout dans cette logique de
du département et de l'augmentation des moyens. Donc la logique du département est remise en cause en réalité avant 2012. Météo France s'est d'ailleurs fait critiquer plusieurs fois de manière assez virulente par un ou deux rapports de la Cour des comptes, avec autour de cette notion de la prévision météo à 3 étages, avec département, région, nationale. Et voilà, le rapport je me rappelle du sénateur, indique que finalement cette prévision à 3 étages est très très coûteuse parce que ça implique des allers-retours entre les différents échelons et qu'on n'est pas sûr que ça améliore finalement tant que ça la prévision, parce que ça, en plus ça pose des soucis de cohérence